Un homme peut mentir avec ses mots, mais jamais avec ses yeux. Hercule Poirot. Bonsoir, c'est Esther Grèce sur Douce Histoire. Merci d'être là ce soir. Votre présence à chaque épisode me touche profondément. Ces histoires nécessitent des outils de création qui ont un coût. Si vous souhaitez soutenir ce projet, même 1 euro via PayPal fait une vraie différence et me permet de continuer à vous offrir ces moments de douceur. Merci infiniment pour votre générosité. Ce soir, nous plongeons dans un autre univers. Un univers de mystère et d'élégance avec le célèbre détective Hercule Poirot. Une enquête raffinée dans un château de Bourgogne, 6 suspects, un testament mystérieux et bien sûr, un meurtre à résoudre. Installez-vous confortablement, laissez vos épaules se relâcher et respirez profondément. Inspirez lentement par le nez, retenez quelques secondes, puis expirez tout ce qui pèse. Vous êtes en sécurité. Laissez-vous emporter par cette enquête sophistiquée. La pluie tambourinait contre les vitres de la gare de Beaune. Sur le quai désert baigné de brume automnale, une silhouette impeccable attendait, immobile. Hercule Poirot, le célèbre détective belge aux moustaches cirées à la perfection, consultait sa montre de gousset avec un léger froncement de sourcils. 7 minutes de retard. Précisément 7 minutes. Au loin, dans les collines brumeuses de Bourgogne, le château de Valcrest attendait. Et avec lui, un mystère qui allait bientôt se transformer en meurtre. Hercule Poirot détestait le désordre sous toutes ses formes. C'est pourquoi ce retard l'irritait légèrement. Le petit détective belge se tenait sur le quai, impeccable dans son costume. 3 pièces gris anthracite, sa canne à pommeau d'argent à la main. À ses pieds reposait une seule valise en cuir fauve, soigneusement fermée. Monsieur Poirot, un homme d'une trentaine d'années, approchait d'un pas pressé, visiblement essoufflé. Grand et mince, vêtu d'un costume noir strict, il portait des lunettes cerclées d'or qui lui donnaient un air sérieux et studieux. « Je suis Philippe Sardou, secrétaire de Monsieur Fontaine. Je vous prie d'accepter mes excuses pour ce retard. La voiture a eu un petit problème mécanique sur la route. » Poirot inclina légèrement la tête. « 7 minutes, Monsieur Sardou, c'est précis. » Le secrétaire sembla décontenancé par cette remarque, mais il se ressaisit rapidement et prit la valise de Poirot. « La voiture nous attend. Le château de Valcrest se trouve à une 20aine de kilomètres d'ici. Monsieur Fontaine est impatient de vous rencontrer. »« Ah oui ?» dit Poirot, en suivant le jeune homme vers une élégante delage noire garée devant la gare. « Et pourquoi donc cette impatience ? Votre employeur ne m'a donné que très peu de détails dans sa lettre. » Philippe Sardou ouvrit la portière arrière pour Poirot avant de répondre. « Monsieur Fontaine préfère vous expliquer lui-même la situation, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'une affaire délicate concernant son testament. » Poirot s'installa confortablement sur la banquette en cuir
et observa le jeune secrétaire qui prenait place au volant. Dans le rétroviseur, il pouvait voir les yeux de Philippe derrière ses lunettes. Des yeux inquiets qui évitaient de croiser les siens. Intéressant, pensa Poirot. Très intéressant. La voiture démarra et s'engagea sur les routes sinueuses de Bourgogne. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris et lourd. De chaque côté de la route s'étendaient des vignobles aux couleurs automnales, leurs feuilles rousses et dorées luisant encore d'humidité. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Fontaine ?» demanda Poirot d'un ton conversationnel. « 12 ans, répondit Philippe. J'ai commencé comme simple assistant quand j'avais 22 ans. Monsieur Fontaine m'a formé lui-même à la gestion de sa collection d'art. Une belle collection, n'est-ce pas? Exceptionnelle, dit Philippe, et pour la première fois, une note de passion perça dans sa voix. Monsieur Fontaine possède des œuvres qui feraient pâlir d'envie les plus grands musées, des Monet, des Renoir, des Cézanne, et surtout sa pièce maîtresse, un Vermeer, qui était considéré comme perdu depuis la guerre. Poirot lissa pensivement sa moustache. Un Vermeer. Cela vaut une fortune considérable. Plusieurs millions, confirma Philippe. Mais pour Monsieur Fontaine, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de préservation, de beauté, d'héritage culturel. Il y avait quelque chose dans la façon dont le jeune homme prononçait ces mots qui intrigua Poirot. Une admiration qui allait au-delà du respect professionnel. Presque de la vénération. Le château de Valcrest apparut au détour d'un virage, dressé sur une colline dominant la vallée. C'était une imposante bâtisse du XVIIIe siècle en pierre blonde, avec des tours d'angle et de hautes fenêtres qui brillaient dans la lumière déclinante de l'après-midi. La voiture s'engagea dans une allée bordée de tilleuls centenaires et s'arrêta devant le perron principal. Avant même que Philippe ait coupé le moteur, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme apparut en haut des marches. Elle devait avoir une trentaine d'années, mince et élégante dans une robe de lainage vert émeraude qui épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux auburn étaient coiffés en un chignon sophistiqué et elle portait un collier de perles qui semblait authentique et coûteux. « Monsieur Poirot ?» dit-elle en descendant les marches avec grâce. « Je suis Isabelle Fontaine, bienvenue au château de Valcrest. » Poirot sortit de la voiture et s'inclina courtoisement. « Madame Fontaine, je suis honorée de votre invitation. »« C'est mon mari qui vous a invité, » corrigea-t-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Mais je suis ravie que vous ayez pu venir. Marcel parle de vous depuis des semaines. Apparemment, vous êtes le seul homme capable de résoudre son problème. » Elle prononça le mot « problème » avec une légère ironie qui n'échappa pas à Poirot. « Et quel est ce problème exactement, madame ?» demanda-t-il en la suivant à l'intérieur du château. Isabelle Fontaine s'arrêta dans le grand hall d'entrée et se tourna vers lui. Ses yeux verts le jaugèrent avec une intelligence aiguisée. « Mon mari est convaincu que quelqu'un dans cette maison veut le tuer, » dit-elle calmement. « Et malheureusement, monsieur Poirot, je crains qu'il n'ait raison.
Le grand hall du château de Valcrest ressemblait davantage à une galerie d'art privé qu'à une entrée traditionnelle. Les murs étaient couverts de tableaux magnifiquement encadrés, et Poirot reconnut immédiatement plusieurs œuvres de maître. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit une voix grave depuis le grand escalier. Un homme descendait lentement les marches, s'appuyant sur une canne en bois précieux. Marcel Fontaine devait avoir dans les 70 ans, grand et encore imposant malgré son âge avancé. Ses cheveux blonds étaient soigneusement peignés en arrière et il portait un costume de velours bordeaux qui lui donnait l'air d'un aristocrate d'une autre époque. « Monsieur Poirot, dit-il en arrivant au bas de l'escalier et en tendant une main que Poirot serra fermement. « Enfin, j'ai lu tous les comptes rendus de vos enquêtes dans les journaux. Vous êtes exactement l'homme qu'il me faut. »« Vous me flattez, monsieur Fontaine, dit Poirot, mais j'aimerais comprendre exactement pourquoi vous pensez avoir besoin de mes services. » Marcel Fontaine échangea un regard avec sa femme, puis avec Philippe, qui venait d'entrer portant la valise de Poirot. « Venez, nous parlerons dans la bibliothèque. C'est plus discret. » La bibliothèque était une vaste pièce, aux murs tapissés de livres anciens du sol au plafond. Un feu crépitait dans la cheminée monumentale et plusieurs fauteuils en cuir étaient disposés autour d'une table basse en marqueterie. Marcel Fontaine invita Poirot à s'asseoir et versa 2 verres de cognac ambrés d'une carafe en cristal. « Je vais être direct avec vous, monsieur Poirot. Dans 3 jours, mon notaire viendra ici pour la lecture officielle de mon testament. J'ai convoqué tous mes héritiers potentiels pour l'occasion. »« Tous vos héritiers ?» répéta Poirot en acceptant le verre de cognac. « Combien sont-ils ?»« 6, dit Marcel, en s'asseyant lourdement dans le fauteuil en face de Poirot. « Ma femme Isabelle, bien sûr. Mon fils Édouard de mon premier mariage. Ma nièce Véronique, la fille de ma sœur décédée. Philippe Sardou, mon secrétaire. Madame Justine Leblanc, ma gouvernante qui est avec moi depuis 30 ans. Et enfin, Guillaume Deschamps, un expert en art qui convoite ma collection depuis des années. » Poirot but une petite gorgée de cognac et hocha la tête. « Et vous pensez que l'un d'entre eux veut vous tuer? Sur quoi basez-vous cette conviction ?» Marcel Fontaine se pencha en avant, ses yeux bleus fixant intensément le détective. « Parce que quelqu'un a déjà essayé. 2 fois. » Le dîner ce soir-là fut une affaire étrange et tendue. Marcel Fontaine avait convoqué tous ses héritiers potentiels pour ce repas dans la grande salle à manger du château. Poirot fut placé à la droite de son hôte, en position d'observateur privilégié. La salle était magnifique, éclairée par 2 chandeliers en cristal et des bougies disposées sur une longue table en chêne massif. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes et de plusieurs tableaux de valeur. Poirot remarqua un Cézanne représentant des pommes et plus loin, un portrait signé Renoir. « Permettez-moi de faire les présentations, » dit Marcel Fontaine en levant son verre de vin. Il désigna d'abord un homme d'une 40aine d'années assis en face de Poirot.
grand, avec des traits anguleux et des cheveux noirs grisonnant aux tempes. Il portait un costume élégant, mais légèrement froissé. Ses yeux sombres fixaient son père avec une expression difficile à déchiffrer. Mon fils Édouard, issu de mon premier mariage avec Catherine, décédé il y a 15 ans. Édouard est architecte à Lyon. Édouard Fontaine inclina brièvement la tête vers Poirot sans sourire. Monsieur le détective, j'espère que votre présence ici n'annonce rien de fâcheux. Sa voix était froide, presque hostile. À côté d'Édouard était assise une jeune femme d'environ 25 ans, aux longs cheveux noirs attachés négligemment. Elle portait une robe bohème, en velours prune, et plusieurs bracelets en argent qui tintaient à son poignet. Ses doigts étaient tachés de peinture. Ma nièce, Véronique Delorme, fille de ma sœur Marguerite, continua Marcel. Véronique est peintre. Elle vit à Montmartre et expose dans quelques galeries parisiennes. Quelques petites galeries, corrigea Véronique avec un sourire amer. Rien de comparable à la collection de mon oncle, bien sûr. Mais j'essaie de créer de l'art plutôt que simplement de l'acheter. Marcel Fontaine ignora la pique et poursuivit les présentations. Vous connaissez déjà mon secrétaire Philippe Sardou et mon épouse Isabelle. Poirot hocha la tête, poliment. Isabelle Fontaine avait changé de tenue pour le dîner et portait maintenant une robe de soie noire qui mettait en valeur son collier de perles. Elle buvait son vin à petites gorgées, observant la table avec une expression indéchiffrable. Une porte s'ouvrit à l'autre bout de la salle et une femme âgée entra portant une soupière fumante. Elle devait avoir dans les 65 ans, avec des cheveux gris tirés en chignon strict et un visage sévère mais honnête. Elle portait une robe noire simple et un tablier blanc impeccable. Madame Justine Leblanc, ma gouvernante depuis 30 ans, dit Marcel avec affection. Justine a servi ma famille avec un dévouement sans faille. Elle connaît cette maison mieux que moi-même. La gouvernante déposa la soupière sur la table et fit une petite révérence. Monsieur est trop bon. Je ne fais que mon devoir. Sa voix était douce, mais ferme. Poirot remarqua qu'elle évitait soigneusement de regarder Isabelle Fontaine. Enfin, Marcel désigna le dernier convive, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière. Il portait un costume 3 pièces impeccable et des lunettes sans monture. Ses mains fines étaient celles d'un homme qui n'avait jamais fait de travail manuel. Guillaume Deschamps, expert en art et conservateur. Nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Guillaume m'a aidé à acquérir plusieurs pièces maîtresses de ma collection. Et j'espère continuer à vous conseiller pendant de nombreuses années encore, mon cher Marcel, dit Guillaume avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, même si certaines de vos récentes acquisitions se sont faites, sans mon avis. Il y eut un silence gêné autour de la table. Pendant le repas, Poirot observa attentivement chaque convive. Ses petites cellules grises étaient en alerte maximale.
Édouard Fontaine mangeait en silence, répondant par monosyllabes quand on lui adressait la parole. Son ressentiment envers son père était palpable. Poirot remarqua qu'il vidait son verre de vin rapidement et le remplissait aussitôt. Véronique parlait avec animation de ses projets artistiques, mais Poirot sentait une amertume sous-jacente dans ses paroles. Elle lançait régulièrement des regards vers les tableaux accrochés au mur, avec une expression de convoitise à peine dissimulée. Philippe Sardou restait silencieux la plupart du temps, écoutant attentivement les conversations. Il servait Marcel, avec une sollicitude presque excessive, se levant pour lui verser du vin, lui tendre le sel, ajuster son coussin. Isabelle Fontaine jouait son rôle d'hôtesse parfaite, veillant à ce que chacun soit servi, relançant les conversations qui s'étiolaient. Mais Poirot voyait bien qu'elle était tendue, ses doigts pianotant nerveusement sur la nappe entre les plats. Guillaume Deschamps monopolisait souvent la conversation, parlant d'art avec une érudition qui frisait la pédanterie. Il racontait des anecdotes sur le marché de l'art, les ventes aux enchères à Paris et à Londres. Mais Poirot remarqua qu'il observait constamment Marcel, comme un rapace guettant sa proie. Ce fut au moment du dessert que l'incident se produisit. Madame Leblanc apportait un magnifique gâteau au chocolat quand Édouard Fontaine reposa brusquement son verre sur la table. « Assez de cette comédie », dit-il d'une voix forte qui fit sursauter tout le monde. « Édouard, je t'en prie, » commença Marcel. « Non, père, nous savons tous pourquoi nous sommes ici, pour votre testament. Vous nous avez convoqués comme des chiens à qui on va jeter un os. Alors autant être honnête, non ?» Il se leva, légèrement titubant. « Vous voulez savoir ce que je pense ? Je pense que vous avez gâché votre vie à accumuler des objets au lieu de construire de vraies relations. Vous avez négligé ma mère jusqu'à ce qu'elle en tombe malade. Vous m'avez envoyé en pension dès que j'ai eu 8 ans. Et maintenant, vous nous faites tous venir ici pour nous observer comme des rats de laboratoire. Édouard, assieds-toi, dit Isabelle Fontaine d'une voix glaciale. Tu as trop bu. Trop bu ? Peut-être. Mais au moins je dis la vérité, contrairement à vous tous qui souriez et qui jouez la comédie en espérant hériter. Il regarda autour de la table. Philippe qui passe son temps à lécher les bottes de mon père. Véronique qui n'a jamais mis les pieds ici avant d'apprendre que l'oncle Marcel était riche. Guillaume qui ferait n'importe quoi pour mettre la main sur cette collection. Et vous, Isabelle, qui avez épousé un homme de 40 ans, votre aîné, par pur amour, bien sûr. Le silence qui suivit était assourdissant. Puis, Marcel Fontaine se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Son visage était pâle, mais sa voix restait calme. « Tu as raison sur un point, mon fils. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais je ne vous ai pas convoqué ici pour vous humilier. Je voulais que vous soyez tous présents pour la lecture du testament, parce que son contenu va vous surprendre, tous. » Il fit une pause, balayant la table du regard. « Et parce que j'ai demandé à Monsieur Poirot d'être ici, pour une raison très simple. L'un d'entre vous veut ma mort, et je veux savoir qui, avant qu'il ne soit trop tard. »
Véronique laissa échapper un petit cri. Philippe devint livide. Guillaume fronça les sourcils. Isabelle ferma brièvement les yeux. « C'est ridicule, » dit Édouard, mais sa voix manquait de conviction. « Est-ce ridicule ?» demanda Marcel. Il sortit un papier de sa poche et le déplia. « Il y a 3 semaines, j'ai trouvé ceci dans ma bibliothèque. Une lettre anonyme qui disait « Profitez de vos derniers jours, vieil homme, votre collection vous survivra, mais pas longtemps. » Il posa le papier sur la table. « Il y a 2 semaines, quelqu'un a versé du poison dans mon cognac. Heureusement, j'ai remarqué l'odeur d'amande amère avant de boire. J'ai fait analyser le liquide. C'était du cyanure, assez pour tuer un cheval. » Madame Leblanc porta la main à sa bouche. « Monsieur, vous ne m'aviez rien dit. » Je ne voulais inquiéter personne. Mais hier soir, quelqu'un a coupé les freins de ma voiture. Si Philippe n'avait pas fait un contrôle de routine ce matin, je serais mort dans le ravin au premier virage. Poirot se leva et s'approcha de la lettre anonyme. Il l'examina attentivement à la lumière des bougies. Le papier était ordinaire, l'écriture tracée en lettres capitales pour être impossible à identifier. « Cette lettre, où l'avez-vous trouvée exactement ?» demanda-t-il. « Sur mon bureau dans la bibliothèque. La porte était fermée à clé, mais quelqu'un a réussi à entrer. » « Qui a accès à cette bibliothèque ?»« Moi, bien sûr. Philippe qui y travaille souvent. Madame Leblanc pour le ménage. Et ma femme Isabelle possède un double de toutes les clés de la maison. » Isabelle se raidit. « Vous ne pensez quand même pas que... » « Je ne pense rien, madame, » l'interrompit Poirot doucement. « Je cherche simplement à établir les faits. Le cognac empoisonné, où était-il ? » « Dans la carafe en cristal de la bibliothèque, celle que je remplis moi-même chaque semaine avec une bouteille du cellier. » « Et qui d'autre boit de ce cognac ?» Marcel hésita. « Philippe parfois, quand nous travaillons tard. Guillaume quand il vient me conseiller sur mes acquisitions. Édouard lors de ses rares visites. » « Donc le poison aurait pu tuer n'importe lequel d'entre vous, » constata Poirot. « Sauf que c'est moi qui bois de ce cognac tous les soirs à la même heure. Celui qui l'a empoisonné le savait parfaitement. » Poirot retourna à sa place et observa les visages autour de la table. Tous semblaient choqués. Mais était-ce de la surprise sincère ou du théâtre bien joué ? « Monsieur Fontaine, » dit-il finalement, « vous m'avez parlé de 2 tentatives de meurtre, le cognac et les freins. La lettre anonyme n'est qu'une menace, pas une tentative. Y a-t-il eu autre chose ?» Marcel acquiesça gravement. « Oui, il y a un mois, j'ai fait une chute dans le grand escalier. Sur le moment, j'ai cru avoir trébuché. Mais en y repensant, j'ai senti qu'on me poussait. Quelqu'un était derrière moi dans l'ombre. » Qui était présent au château ce jour-là ? Nous tous. C'était un dimanche. Édouard était venu déjeuner. Véronique séjournait ici pour peindre dans le parc. Guillaume était passé me montrer le catalogue d'une vente aux enchères.
Poirot hocha pensivement la tête. « Je vois. Et le testament dont vous avez parlé, quand doit-il être lu ? » ?»« Après-demain, le samedi, mon notaire, maître Beaumont, viendra de Dijon. » »« Très bien. D'ici là, monsieur Fontaine, je vous suggère de prendre certaines précautions. Ne buvez rien qui n'ait pas été servi directement par Madame Leblanc en présence de témoins. Ne vous rendez nulle part seul. Et fermez votre porte à clé la nuit. Marcel Fontaine sourit tristement. Vous voyez, mes amis, j'en suis réduit à me barricader dans ma propre maison par peur de ceux qui m'entourent. Il se leva péniblement. Le dîner est terminé. Bonne nuit à tous, et que Dieu ait pitié de nous. La nuit était tombée sur le château de Valcrest. Poirot ne dormait pas. Installé dans le fauteuil de sa chambre confortablement meublée, il réfléchissait dans l'obscurité, ses petites cellules grises travaillant à plein régime. 6 suspects, 3 tentatives de meurtre, un testament mystérieux, et quelque part dans ce château, un assassin qui attendait son heure. Il sortit son carnet de notes et se mit à écrire à la lueur d'une bougie. Édouard Fontaine, 42 ans, architecte. Mobile évident, ressentiment envers son père et besoin d'argent. Poirot avait remarqué ses chaussures usées malgré son costume élégant, ses manchettes légèrement effilochées. Un homme qui avait connu des jours meilleurs. Lors du dîner, Édouard avait mentionné avoir été envoyé en pension à 8 ans. Une blessure qui n'avait jamais guéri. Et cette phrase sur sa mère négligée jusqu'à la maladie suggérait une rancune profonde. Mais l'homme semblait trop direct, trop impulsif pour un empoisonnement méthodique. À moins que ce ne soit justement là sa ruse. Véronique Delorme, 25 ans, peintre. La jeune artiste aux doigts tachés de peinture et aux rêves de grandeur. Poirot avait surpris son regard posé sur les tableaux pendant le dîner. Pas l'admiration d'une artiste, mais la convoitise d'une héritière potentielle. Elle avait dit ne venir au château que depuis peu. Pourquoi ce soudain intérêt pour son oncle après des années d'absence? Et cette remarque acide sur ceux qui achètent l'art, plutôt que de le créer, trahissait une jalousie amère. Véronique avait les mains d'une artiste. Des mains habiles qui pourraient facilement verser du poison ou couper des freins. Philippe Sardou, 34 ans, secrétaire, 12 ans de service dévoué, formé personnellement par Marcel Fontaine. Une admiration qui confinait à la vénération, avait noté Poirot. Mais Philippe avait accès à tout dans ce château, à la bibliothèque, au cognac, aux voitures. C'était lui qui avait découvert les freins coupés. Trop pratique, peut-être, et cette nervosité constante, ses yeux qui évitaient le regard de Poirot, un homme qui cachait quelque chose, c'était certain. Poirot se rappela une phrase que Philippe avait prononcée dans la voiture. Pour Monsieur Fontaine, ce n'est pas une question d'argent,
C'est une question de préservation, comme s'il parlait de lui-même plutôt que de son employeur. Isabelle Fontaine, 32 ans, épouse. La jeune femme, au collier de perles et aux yeux verts calculateurs, 40 ans de différence d'âge avec son mari. Édouard avait eu raison de poser la question du mariage d'amour. Isabelle possédait tous les doubles des clés. Elle avait accès à la bibliothèque, au cognac, à tout. Et la gouvernante évitait soigneusement de la regarder. Pourquoi cette hostilité? Mais si Isabelle voulait la fortune de son mari, pourquoi le tuer avant la lecture du testament? À moins qu'elle ne sache déjà ce qu'il contenait, ou qu'elle ait peur de ce qu'il pourrait révéler. Justine Leblanc, 65 ans, gouvernante, 30 ans de service fidèle. Une femme au visage sévère mais honnête avait pensé Poirot. Elle connaissait la maison mieux que quiconque, avait dit Marcel. Elle avait accès à tout aussi. Elle faisait le ménage dans la bibliothèque. Elle servait les repas. Personne ne se méfiait d'une gouvernante dévouée. Mais quel mobile pourrait-elle avoir? 30 ans de service suggéraient une loyauté sans faille. À moins que cette loyauté ne soit envers quelqu'un d'autre que Marcel Fontaine. Son hostilité envers Isabelle était palpable. La vieille servante désapprouvait-elle le second mariage de son maître? Guillaume Deschamps, 53 ans, expert en art. L'homme aux cheveux argentés et aux mains fines qui n'avaient jamais travaillé. 20 ans d'amitié avec Marcel Fontaine, mais Poirot avait perçu quelque chose de faux dans son sourire. Cette remarque pendant le dîner sur les acquisitions faites sans son avis trahissait une blessure d'orgueil. Et ce regard de rapace posé sur Marcel toute la soirée. Guillaume convoitait cette collection depuis des années, avait dit Marcel. Un expert en art qui conseillait l'achat d'œuvres mais ne pouvait les posséder lui-même. Quelle torture ce devait être. Mais tuer Marcel ne lui donnerait pas accès à la collection, à moins qu'il n'ait un arrangement avec l'un des héritiers, ou qu'il ne sache quelque chose que les autres ignoraient. Poirot referma son carnet et se leva pour regarder par la fenêtre. La lune éclairait les vignobles endormis et les toits du château. Si suspects, tous avec mobile, opportunité et accès. Trop de suspects en fait, ce qui signifiait que quelque chose lui échappait encore. Il consulta sa montre. Minuit passait. Le château était silencieux, endormi. C'est alors qu'il entendit un bruit. Un grincement léger, comme une porte qui s'ouvre doucement. Puis des pas furtifs dans le couloir. Quelqu'un se déplaçait dans le château, en pleine nuit. Poirot éteignit rapidement sa bougie et entr'ouvrit sa porte avec précaution. Dans la pénombre du couloir, éclairée seulement par quelques appliques murales,
il vit une silhouette descendre furtivement le grand escalier. Une silhouette féminine, mince, vêtue d'une robe de chambre sombre. Poirot attendit quelques secondes, puis suivit, ses pantoufles ne faisant aucun bruit sur les tapis épais, est inférieure à dièse 1 dièse 5, et supérieure, la silhouette traversa le grand hall et se dirigea vers l'aile ouest du château. Vers la bibliothèque. Poirot se cacha derrière un pilier et observa. La femme sortit une clé de sa poche et ouvrit la porte de la bibliothèque. Dans la lumière de la lune, qui filtrait par les hautes fenêtres, il reconnut le profil d'Isabelle Fontaine. La jeune femme entra dans la bibliothèque et referma doucement la porte derrière elle. Que faisait l'épouse de Marcel Fontaine dans la bibliothèque en pleine nuit? Poirot s'approcha silencieusement de la porte et colla son oreille contre le bois. Il entendit des bruits de tiroirs qu'on ouvre, de papier qu'on feuillette. Isabelle cherchait quelque chose. Puis il entendit sa voix, étouffée mais claire. Où est-il? Il doit être ici, quelque part. Un autre bruit de tiroir. Puis un petit cri de satisfaction. Enfin. Poirot décida d'intervenir. Il ouvrit la porte, brusquement. Isabelle Fontaine sursauta violemment et se retourna. À la lumière d'une lampe à pétrole qu'elle avait allumée, Poirot vit qu'elle tenait des papiers à la main. Son visage était pâle, ses yeux agrandis par la peur. « Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix tremblante, je peux tout expliquer. »« Je l'espère bien, madame, » dit Poirot en refermant la porte derrière lui. « Que faites-vous ici en pleine nuit? Et que cherchez-vous dans les tiroirs de votre mari ?» Isabelle serra les papiers contre elle, comme pour les protéger. « Ce ne sont pas les affaires de Marcel, ce sont mes lettres. » « Vos lettres ? » ?»« Des lettres que j'ai écrites il y a longtemps, avant mon mariage, à quelqu'un que j'aimais. » Elle baissa les yeux. « Marcel les a trouvées dans mes affaires il y a quelques mois. Il les a gardées ici, dans son bureau. Il dit qu'elles sont la preuve que je l'ai épousé sans amour. Il menace de les utiliser contre moi. »« Les utiliser comment ? » demanda Poirot doucement. « Pour me déshériter, pour me chasser. Il dit que si je ne me comporte pas comme l'épouse parfaite, il révélera tout et je n'aurai rien. » Poirot observa attentivement le visage d'Isabelle. Elle semblait sincère, mais il avait vu trop de menteurs habiles pour se fier aux apparences. Ces lettres, à qui étaient-elles adressées? Isabelle hésita. « À quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est ici, dans ce château. »« Qui ?» insista Poirot. « Philippe, » murmura-t-elle. « Philippe Sardou. Nous nous sommes connus avant mon mariage avec Marcel. Nous étions amoureux, mais Philippe n'avait pas d'argent, pas de position. Ma famille m'a poussé à épouser Marcel. » Voilà qui expliquait beaucoup de choses, pensa Poirot. La nervosité de Philippe.
l'hostilité de la gouvernante envers Isabelle, et peut-être même le mobile d'un meurtre. Monsieur Fontaine sait-il que Philippe était votre ancien amant? Non. Du moins, je ne crois pas. Les lettres ne mentionnent pas de nom. Mais s'il découvrait la vérité, elle frissonna. Vous comprenez maintenant pourquoi je devais récupérer ces lettres. Si elles sont lues lors de la lecture du testament, ou pire, si Marcel les montre à Philippe. Madame Fontaine, dit Poirot gravement, réalisez-vous que ces lettres vous donnent un mobile parfait pour souhaiter la mort de votre mari. Si Marcel disparaît avant d'avoir pu vous déshériter, vous héritez de tout, y compris de ces lettres compromettantes. Isabelle devint encore plus pâle. Non, non, je n'ai rien fait, je le jure. Je voulais juste récupérer mes lettres, rien de plus. Pourtant, vous possédez toutes les clés du château. Vous aviez accès au cognac empoisonné. Vous auriez pu pousser votre mari dans l'escalier. Vous auriez pu couper les freins de sa voiture. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi le tuerais-je? J'ai tout à perdre si on me soupçonne. Et puis... Elle s'arrêta brusquement. Et puis, encouragea Poirot. Et puis, je ne suis pas la seule à avoir un secret dans ce château, dit-elle rapidement. Demandez à Guillaume pourquoi il a vraiment besoin de cette collection. Demandez à Véronique pourquoi elle est couverte de dettes de jeu. Demandez à Édouard ce qu'il a fait de l'argent que Marcel lui a prêté il y a 5 ans. Demandez à Justine pourquoi elle déteste tant Marcel depuis qu'il s'est remarié. Elle rangea précipitamment les lettres dans la poche de sa robe de chambre. Et surtout, demandez à Philippe ce qu'il a vraiment fait le soir où les freins ont été coupés. Il prétend avoir travaillé tard dans la bibliothèque, mais je l'ai vu sortir du garage à minuit. Avant que Poirot puisse répondre, un cri retentit dans le château. Un cri de terreur qui glaça le sang. Venant de l'étage supérieur, Poirot et Isabelle se précipitèrent hors de la bibliothèque et montèrent l'escalier 4 à 4. D'autres portes s'ouvraient. Philippe apparut en robe de chambre, les cheveux en désordre. Véronique émergea de sa chambre, les yeux encore endormis. Le cri venait de la chambre de Marcel Fontaine. Poirot arriva le premier devant la porte entr'ouverte et la poussa. Dans la chambre faiblement éclairée par une lampe de chevet, Madame Leblanc se tenait debout près du lit, une main sur la bouche, l'autre pointant vers le lit. Marcel Fontaine était allongé sur son lit, immobile, trop immobile. Ses yeux grands ouverts fixaient le plafond sans le voir. Sur sa table de nuit, un verre de lait renversé formait une flaque blanche sur le bois ciré. Poirot s'approcha rapidement et prit le pouls de Marcel. Rien. La peau était encore tiède, mais le cœur ne battait plus. Il se pencha vers le verre renversé et renifla prudemment. L'odeur caractéristique d'amande amère. Cyanure, dit-il gravement. Marcel Fontaine était mort, empoisonné dans son propre lit, malgré toutes les précautions.
Et quelque part dans ce château, l'assassin se trouvait parmi eux. Le silence, qui suivit la découverte du corps, fut rompu par un sanglot étouffé. Madame Leblanc s'effondra dans un fauteuil, le visage dans les mains. Monsieur Marcel, mon pauvre monsieur Marcel, je lui avais apporté son lait chaud comme chaque soir. Il m'a dit bonne nuit. Il était vivant. Il était vivant. Poirot se tourna vers les personnes rassemblées dans le couloir. Philippe Sardou était livide, tremblant de tous ses membres. Véronique s'appuyait contre le mur, les yeux écarquillés d'horreur. Isabelle Fontaine se tenait parfaitement immobile, son visage ne trahissant aucune émotion. « Où est Édouard Fontaine ?» demanda sèchement Poirot. « Sa chambre est dans l'aile est, » répondit Philippe d'une voix à peine audible. « Il dort peut-être encore. » « Allez le chercher, maintenant, et personne ne touche à rien dans cette chambre. Madame Leblanc, quand exactement avez-vous apporté le lait à Monsieur Fontaine ?» La gouvernante leva vers lui des yeux rougis. Vers 22 heures, comme toujours, Monsieur Marcel lisait au lit. Il m'a remercié. Le verre était sur la table de nuit, intact, je le jure. Et ensuite, je suis descendu ranger la cuisine, puis je suis monté me coucher vers 23 heures. Ma chambre est au bout du couloir des domestiques. Vous n'avez rien entendu? Personne dans le couloir? Madame Leblanc secoua la tête. Rien. J'ai dormi d'un sommeil de plomb. C'est seulement vers 1 heure du matin que je me suis réveillée. J'avais soif. Je suis venue voir si Monsieur Marcel avait besoin de quelque chose. Et je l'ai trouvé. Sa voix se brisa. Édouard Fontaine arriva enfin, poussé dans le couloir par Philippe. Il portait un pyjama froissé et ses cheveux étaient en bataille. Visiblement, il venait de se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce vacarme? Il s'arrêta net en voyant le corps de son père sur le lit. Pendant un long moment, il resta figé, fixant le visage immobile de Marcel Fontaine. « Non, murmura-t-il. Non, ce n'est pas possible. » Il fit un pas vers le lit, mais Poirot l'arrêta d'un geste. « Ne touchez à rien, monsieur. Votre père a été empoisonné. C'est une scène de crime. » Édouard se tourna vers le détective et dans ses yeux brillait quelque chose entre le chagrin et la colère. Empoisonné, comme il l'avait prédit, et vous étiez censé l'empêcher. À quoi bon être ici si vous ne pouvez même pas protéger un vieil homme dans son propre lit? Édouard, arrête, dit doucement Isabelle. Arrêtez quoi? De dire la vérité? Mon père est mort, assassiné, et le grand Hercule Poirot n'a rien pu faire. Poirot ne répondit pas à la provocation. Il retourna près du lit et examina attentivement la scène. Le verre de lait était renversé, son contenu répandu sur la table de nuit et coulant sur le tapis. Marcel Fontaine portait un pyjama de soie bordeaux et ses lunettes de lecture reposaient sur le livre ouvert près de lui. Un livre sur l'art de la Renaissance.
Poirot remarqua que les doigts de Marcel étaient crispés sur les draps. Un signe de convulsion. Le cyanure agissait vite, causant d'abord des spasmes, puis l'arrêt du cœur. Marcel avait dû souffrir, mais pas longtemps. La porte de la chambre était-elle fermée à clé ? Demanda Poirot. Non, répondit Madame Leblanc. Monsieur Marcel ne fermait jamais sa porte. Il disait qu'il étouffait sinon. Donc, n'importe qui dans ce château aurait pu entrer pendant la nuit et verser du poison dans le lait. Il se tourna vers les suspects rassemblés. Où étiez-vous tous entre 22h et 1h du matin ? Et surtout, quelqu'un a-t-il quitté sa chambre durant ce laps de temps ? Un silence gêné s'installa. Ce fut Philippe qui parla le premier, d'une voix hésitante. J'étais dans ma chambre. J'ai lu jusqu'à minuit environ, puis je me suis endormi. Je n'ai entendu personne dans le couloir. Madame Fontaine ? Isabelle croisa le regard de Poirot. Une fraction de seconde, il vit passer de l'inquiétude dans ses yeux. Allait-elle mentir sur sa présence dans la bibliothèque ? J'ai eu du mal à dormir, dit-elle lentement. Je suis descendue vers minuit. Je suis allée dans la bibliothèque pour chercher un livre. J'y suis restée environ une demi-heure. Seule ? Demanda Poirot, sachant parfaitement la réponse. Oui, enfin, jusqu'à ce que Monsieur Poirot me découvre là-bas. Tous les regards se tournèrent vers le détective. C'est exact, confirma Poirot. J'ai entendu du bruit et je suis descendu. J'ai trouvé Madame Fontaine dans la bibliothèque. Nous parlions lorsque nous avons entendu le cri de Madame Leblanc. Il ne précisa pas ce qu'Isabelle faisait dans la bibliothèque. Pour l'instant, ce détail n'avait pas besoin d'être révélé. Et vous, mademoiselle Delorme ? Véronique sursauta. Moi ? J'ai dormi toute la nuit. Le voyage depuis Paris m'avait épuisée. Je n'ai rien entendu jusqu'au cri. Monsieur Édouard ? Pareil, endormi. J'avais bu plusieurs verres au dîner, je suis tombée comme une masse. Poirot hocha la tête pensivement. Donc personne n'avouait avoir quitté sa chambre, à part Isabelle qui y avait été contrainte. Ce qui signifiait que l'un d'eux mentait. « Il manque quelqu'un », dit soudain Véronique. « Guillaume. Où est Guillaume Deschamps ?» C'était vrai. L'expert en art n'était pas parmi eux. « Sa chambre et tout ?» demanda vivement Poirot. « Aile sud, au premier étage », répondit Philippe. « Allons-y. » Poirot et Philippe se dirigèrent rapidement vers l'aile sud du château. Ils frappèrent à la porte de Guillaume. Pas de réponse. Poirot tourna la poignée. La porte s'ouvrit. La chambre était vide. Le lit n'était pas défait. Les affaires de Guillaume étaient toujours là, sa valise dans un coin, ses vêtements dans l'armoire. Mais Guillaume Deschamps avait disparu. « Vérifiez les autres pièces », ordonna Poirot. Le salon, la bibliothèque, partout.
Philippe partit en courant réveiller les domestiques pour fouiller le château. Poirot redescendit vers la bibliothèque, une intuition le guidant. Il alluma les lampes de la grande pièce, aux murs tapissés de livres. Tout semblait en ordre. Sauf Poirot s'approcha du bureau de Marcel Fontaine. Plusieurs tiroirs étaient légèrement entr'ouverts. Des papiers avaient été feuilletés. Quelqu'un avait cherché quelque chose ici. Isabelle avait dit être venue chercher ses lettres. Mais peut-être était-elle pas la seule à avoir fouillé cette pièce cette nuit? Sur le bureau, Poirot remarqua un document qui n'y était pas lors de sa visite précédente. Un document portant l'entête d'un notaire parisien. Il le prit et commença à lire. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. C'était un second testament, daté d'à peine 3 semaines. Et son contenu allait tout changer. Selon ce document, Marcel Fontaine léguait l'intégralité de sa collection d'art non pas à ses héritiers, mais à un musée national. Le château et ses terres iraient à une fondation caritative. Isabelle recevrait une rente annuelle confortable mais pas la fortune. Édouard hériterait d'une somme fixe de 100 000 francs, rien de plus. Et il y avait une clause particulière concernant Philippe Sardou. Marcel lui léguait le Vermeer. Le tableau valant plusieurs millions, avec un message personnel à Philippe, qui a compris la vraie valeur de l'art. Poirot relut le document 2 fois pour être certain. Voilà qui changeait tout. Si ce testament était authentique et validé, presque tous les suspects n'avaient rien à gagner de la mort de Marcel. Au contraire, à moins que l'un d'eux n'ait découvert l'existence de ce Nouveau Testament et n'ait décidé de tuer Marcel avant qu'il ne soit officiellement enregistré. Mais alors, où était l'Ancien Testament? Celui qui devait être lu après-demain par le notaire de Dijon? Monsieur Poirot. La voix de Philippe retentit depuis le hall. Elle était chargée d'urgence et de peur. Poirot sortit rapidement de la bibliothèque, le document toujours à la main. Philippe se tenait près de la porte d'entrée grande ouverte. L'aube commençait à poindre, teintant le ciel de rose et de gris. Et sur le gravier de l'allée, une silhouette gisait face contre terre. Guillaume Deschamps. Poirot se précipita et s'agenouilla près du corps. Guillaume était vivant, mais à peine. Il respirait faiblement, ses vêtements trempés de rosée. Il avait dû passer des heures dehors. Appelez un médecin. Vite, ordonna Poirot. Guillaume ouvrit péniblement les yeux. Ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots. Poirot se pencha tout près. Qui vous a fait ça? Qui? Le tableau, murmura Guillaume d'une voix à peine audible. Le Vermeer. Faux. Toujours été. Faux. Puis, ses yeux se révulsèrent et il perdit connaissance.
Poirot resta figé, les paroles de Guillaume résonnant dans son esprit. Le Vermeer était un faux. La pièce maîtresse de la collection de Marcel Fontaine, le tableau valant plusieurs millions, celui que le Nouveau Testament léguait à Philippe. Un faux. Soudain, tous les éléments de l'enquête se réorganisèrent dans l'esprit de Poirot. Les petites cellules grises travaillaient à une vitesse fulgurante. Il comprenait maintenant. Il comprenait tout. Il se releva et regarda les visages des suspects rassemblés sur le perron. Isabelle, Philippe, Véronique, Édouard, Madame Leblanc. L'un d'eux était un meurtrier. Et maintenant, Hercule Poirot savait lequel. Messieurs, mesdames, dit-il d'une voix claire et autoritaire, je vous demande à tous de vous réunir dans le grand salon dans 1 heure. J'ai quelque chose d'important à vous révéler. Vous savez qui a tué mon père ? Demanda Édouard, incrédule. Oui, répondit Poirot simplement. Je sais qui a tué Marcel Fontaine, et je vais le prouver. Il se tourna vers Philippe. Assurez-vous que personne ne quitte le château. Personne. L'assassin est parmi nous, et cette fois, il ne m'échappera pas. Le soleil se levait maintenant sur le château de Valcrest. Mais pour l'un des habitants de cette demeure, ce serait le dernier lever de soleil en liberté. Car Hercule Poirot s'apprêtait à démasquer un meurtrier. 1 heure plus tard, tous étaient rassemblés dans le grand salon du château de Valcrest. La pièce baignait dans la lumière dorée du matin qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Les tableaux de maître accrochés au mur semblaient observer la scène en silence. Une ironie qui n'échappait pas à Poirot. Édouard Fontaine était affalé dans un fauteuil, le visage fermé. Isabelle se tenait près de la cheminée, droite et impassible. Véronique s'était assise sur le canapé, ses mains nerveuses tripotant un mouchoir. Philippe Sardou était debout près de la porte, comme s'il voulait garder une issue de sortie. Madame Leblanc, les yeux encore rougis, se tenait légèrement en retrait. Guillaume Deschamps avait été transporté à l'hôpital. Les médecins avaient dit qu'il s'en sortirait, mais qu'il avait été assommé et laissé dehors pendant des heures. Poirot se tenait debout au centre de la pièce, les mains posées sur le pommeau de sa canne. Ses yeux scrutaient chaque visage avec attention. « Mes amis, commença-t-il d'une voix posée, nous sommes réunis ici parce qu'un meurtre a été commis. Marcel Fontaine a été empoisonné au cyanure, dans son propre lit. Mais pour comprendre ce meurtre, il faut d'abord comprendre ce qui se cachait derrière. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer. Quand je suis arrivé ici hier, Monsieur Fontaine m'a dit qu'il craignait pour sa vie. Il avait raison, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que plusieurs personnes dans ce château avaient des raisons de souhaiter sa mort. Poirot se tourna vers Édouard. Vous, monsieur, vous ressentiez une profonde amertume envers votre père. Il vous avait envoyé en pension, jeune, négliger votre mère. Et il y a 5 ans,
Il vous a prêté une somme considérable pour sauver votre cabinet d'architecture de la faillite. Une somme que vous n'avez jamais remboursée. Édouard se redressa brusquement. Comment savez-vous? Les petites cellules grises, monsieur. Elles remarquent les détails. Vos chaussures usées malgré votre costume élégant. Votre nervosité quand votre père a mentionné le testament. Vous aviez peur d'être déshérité à cause de cette dette. Édouard baissa les yeux. C'est vrai, je lui devais de l'argent, mais je ne l'ai pas tué. Non, dit Poirot, vous ne l'avez pas tué, car vous étiez réellement endormi cette nuit, assommé par l'alcool du dîner. Plusieurs domestiques vous ont entendu ronfler bruyamment. Poirot se tourna ensuite vers Véronique. Vous, mademoiselle, vous aviez également un mobile. Vous êtes criblée de dettes de jeu. Vous fréquentez les casinos de Monte-Carlo et vous avez perdu des sommes considérables. Vous espériez que votre oncle vous laisserait quelque chose dans son testament? Véronique rougit violemment. Comment? Vos mains, dit simplement Poirot. Elles tremblent légèrement, le tremblement caractéristique de quelqu'un qui a une addiction. Et cette petite marque sur votre poignet, sous vos bracelets, la marque laissée par un prêteur sur gage qui a repris un bijou que vous aviez mis en garantie. Véronique porta instinctivement la main à son poignet. Mais vous non plus, vous n'avez pas tué votre oncle, continua Poirot, car vous êtes arrivé au château seulement hier après-midi, et les tentatives de meurtre ont commencé il y a 3 semaines. Vous n'étiez même pas là. Madame Leblanc, dit Poirot en se tournant vers la gouvernante, vous serviez Marcel Fontaine depuis 30 ans. Vous l'aimiez comme un fils, n'est-ce pas? La vieille femme hocha la tête, les larmes aux yeux. Vous avez servi sa première épouse, Catherine, la mère d'Édouard. Vous l'avez vue souffrir du manque d'attention de son mari. Vous l'avez vue tomber malade et mourir. Et quand Marcel s'est remarié avec une femme beaucoup plus jeune, vous avez été révoltée. Madame Leblanc serra les lèvres. Madame Catherine était une sainte. Cette Isabelle n'est qu'une intrigante qui voulait son argent. Peut être, dit Poirot doucement, mais cela ne fait pas de vous une meurtrière. Vous avez apporté le lait à Monsieur Fontaine à 22 heures. Le poison n'a été versé qu'après votre départ. Et vous n'auriez jamais fait de mal à l'homme que vous serviez depuis si longtemps. La gouvernante se remit à pleurer silencieusement. Poirot se tourna alors vers Isabelle Fontaine. Madame, vous êtes peut-être la personne avec le mobile le plus évident. Vous avez épousé un homme beaucoup plus âgé. En héritant, vous devenez riche. De plus, vous aviez un secret, un ancien amour que votre mari utilisait pour vous faire chanter. Isabelle pâlit mais ne dit rien. Cet ancien amour, c'était Philippe Sardou, le secrétaire de votre mari. Marcel avait découvert vos lettres et menaçait de vous déshériter. Vous aviez donc un double mobile, la fortune et le besoin de faire disparaître ces lettres compromettantes. Philippe fit un pas en avant. Arrêtez, Isabelle n'a rien fait, je le sais. Vraiment?
dit Poirot en le regardant. Et comment le savez-vous, monsieur Sardou? Philippe hésita, puis baissa les yeux. Non, continua Poirot, Madame Fontaine n'a pas tué son mari, car cette nuit, au moment crucial, elle était avec moi dans la bibliothèque. Elle cherchait ses lettres, certes, mais elle ne pouvait pas être dans deux endroits à la fois. Poirot fit quelques pas dans la pièce, s'arrêtant devant un tableau de Renoir. Non, mes amis, ce meurtre n'a pas été commis par cupidité simple. Il a été commis pour protéger un terrible secret. Il se tourna brusquement. Le secret du Vermeer. Tous le regardèrent avec incompréhension. Guillaume Deschamps, avant de perdre connaissance ce matin, a prononcé des mots très importants. Il a dit que le Vermeer était un faux, qu'il avait toujours été un faux. Un murmure de choc parcourut l'assistance. Impossible, dit Édouard. Mon père a payé une fortune pour ce tableau. Il a été authentifié par les plus grands experts. Ah oui, dit Poirot. Et qui était l'expert principal qui a authentifié ce tableau il y a 12 ans? Le silence tomba. Guillaume Deschamps, murmura Véronique. Exactement, dit Poirot. Guillaume Deschamps, expert en art, ami de Marcel depuis 20 ans. C'est lui qui a authentifié le Vermeer. C'est lui qui a convaincu Marcel de l'acheter pour plusieurs millions. Mais le tableau était un faux magistral, mais un faux quand même. Il se tourna vers Philippe Sardou. Et vous, monsieur Sardou, vous le saviez. Philippe devint d'une pâleur mortelle. Vous travaillez pour Marcel depuis 12 ans. Vous avez été formé par lui à l'expertise en art. Et au fil des années, en étudiant le Vermeer de près, vous avez commencé à avoir des doutes que vous avez partagés avec Marcel il y a quelques semaines. Non, murmura Philippe, ce n'est pas. Si, dit fermement Poirot. Marcel vous faisait confiance. Quand vous lui avez fait part de vos doutes, il a demandé une contre-expertise, une expertise qui devait avoir lieu la semaine prochaine. Si le tableau était déclaré faux, c'était la ruine totale de sa réputation de collectionneur. Pire encore, c'était la preuve que Guillaume Deschamps l'avait escroqué. Poirot se mit à faire les 100 pas. Mais il y avait un autre problème. Marcel, reconnaissant votre honnêteté et votre expertise, a décidé de modifier son testament. Il a fait rédiger un nouveau document il y a 3 semaines, un testament dans lequel il léguait le Vermeer à Philippe Sardou. Philippe porta la main à sa bouche. Je ne savais pas. Il ne m'avait rien dit. Non, il voulait vous faire la surprise. Mais quelqu'un d'autre l'a découvert. Quelqu'un qui a fouillé dans ses papiers et qui a lu ce Nouveau Testament. Quelqu'un qui a compris que si Marcel mourait avant que le Vermeer ne soit déclaré faux, ce tableau de plusieurs millions reviendrait à Philippe et que personne ne découvrirait jamais la supercherie. Poirot s'arrêta et fixa Philippe Sardou droit dans les yeux. C'est vous, monsieur Sardou. Vous avez tué Marcel Fontaine. Le silence qui suivit
était assourdissant. Philippe secoua la tête violemment. Non, non, c'est faux. Je n'aurais jamais. Marcel était comme un père pour moi. Un père qui vous léguait un faux tableau valant des millions, dit Poirot. Si le Vermeer était authentifié comme faux, vous n'auriez rien. Mais si Marcel mourait avant l'expertise, vous héritiez du tableau. Un tableau que vous pouviez ensuite vendre discrètement à l'étranger, avant que quiconque ne découvre qu'il était faux. Vous inventez tout ça, protesta Philippe, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment, dit Poirot, alors expliquez-moi ceci. Cette nuit, Madame Fontaine vous a vu sortir du garage à minuit. Que faisiez-vous là-bas? Philippe hésita. Je vérifiais les voitures après l'incident des freins. L'incident des freins que vous avez vous-même provoqué, l'interrompit Poirot. Vous avez coupé les freins. Puis le lendemain matin, vous avez prétendu avoir découvert le problème lors d'un contrôle de routine. Mais en réalité, vous vouliez faire croire à une tentative de meurtre pour détourner les soupçons. La lettre anonyme, vous l'avez écrite vous-même, continua Poirot. Le cognac empoisonné, vous l'avez versé dans la carafe, sachant que Marcel le sentirait avant de boire. Vous vouliez créer une atmosphère de menace, faire croire que quelqu'un en voulait à Marcel, pour que lorsqu'il mourrait vraiment, personne ne vous soupçonne. Philippe reculait lentement vers la porte. Cette nuit, vous êtes sorti de votre chambre vers 00h30. Vous saviez que Marcel prenait toujours son lait à 22h et le buvait vers minuit en lisant au lit. Vous êtes entré dans sa chambre. Il était endormi, le verre de lait à moitié bu sur la table de nuit. Vous y avez versé le cyanure. Non, murmura Philippe. Si. Et ensuite, vous êtes allé dans la bibliothèque. Vous avez trouvé le Nouveau Testament et vous l'avez laissé sur le bureau. Vous vouliez qu'on le trouve, car c'est ce testament qui faisait de vous l'héritier du Vermeer. Mais Guillaume, demanda Isabelle, pourquoi l'attaquer? Parce que Guillaume était la seule personne qui connaissait la vérité sur le Vermeer, expliqua Poirot. Il avait participé à la fraude il y a 12 ans. Quand il a compris que Philippe allait hériter du faux tableau et le vendre comme authentique, il a paniqué. Il savait que tôt ou tard, la vérité éclaterait et qu'il serait impliqué. Cette nuit, après avoir empoisonné Marcel, Philippe a surpris Guillaume qui fouillait dans la bibliothèque. Guillaume cherchait des documents qui pourraient le protéger. Les deux hommes se sont affrontés. Philippe l'a assommé et l'a traîné dehors, espérant que le froid ferait le reste. Mais Guillaume a survécu et a pu prononcer ces mots cruciaux. Le Vermeer est un faux. Philippe était maintenant acculé contre la porte. Ses mains tremblaient. Son visage était livide. « Vous n'avez aucune preuve, dit-il d'une voix étranglée. Ce ne sont que des spéculations. Au contraire, dit Poirot en sortant un mouchoir de sa poche. J'ai trouvé ceci ce matin, près du corps de Guillaume. Un mouchoir brodé avec vos initiales, P, S. Vous l'avez perdu lors de votre lutte avec lui. Philippe regarda le mouchoir, puis Poirot, puis tous les visages qui le fixaient. Soudain,
quelque chose se brisa en lui. Ses épaules s'affaissèrent et il se laissa glisser contre la porte jusqu'à s'asseoir par terre. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas le tuer. Marcel il était tout pour moi. Mais quand j'ai découvert le Nouveau Testament, quand j'ai su qu'il me léguait ce tableau qui valait des millions, sa voix se brisa. J'ai pensé à Isabelle, à notre amour impossible, à toutes ces années où je suis restée à ses côtés, la voyant épouser un autre homme. Je me suis dit qu'avec cet argent, je pourrais enfin lui offrir la vie qu'elle méritait. Nous pourrions être ensemble. » Isabelle porta la main à sa bouche, horrifiée. « Mais il fallait que Marcel meure avant l'expertise, » continua Philippe, « avant que le Vermeer ne soit déclaré faux. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas vraiment un meurtre, qu'il était vieux, qu'il serait mort bientôt de toute façon. Mais je savais, au fond, je savais que c'était mal. » Il leva les yeux vers Isabelle. « Je l'ai fait pour nous, pour que nous puissions enfin être ensemble. Tu comprends ?» Isabelle recula, le dégoût visible sur son visage. « Je ne t'ai jamais demandé ça. Jamais. Tu as tué un homme innocent, pour de l'argent, pour un faux tableau. » Philippe se remit à pleurer. Édouard, le visage déformé par la rage, fit un pas vers lui, mais Poirot l'arrêta d'un geste. « La police arrivera bientôt, » dit Poirot calmement. « Elle s'occupera de Monsieur Sardou. Justice sera rendue. » Il se tourna vers l'assemblée. « Voilà, mesdames et messieurs, l'assassin de Marcel Fontaine est démasqué. Tout cela pour un tableau qui n'a jamais eu de valeur, pour une fortune qui n'était qu'une illusion. » Il regarda les tableaux accrochés au mur du salon. L'art peut révéler les plus beaux aspects de l'humanité, mais comme nous venons de le voir, il peut aussi révéler les plus sombres, la cupidité, la trahison, le meurtre, tout cela caché derrière un beau cadre doré. Le soleil inondait maintenant le salon de sa lumière. Mais pour Philippe Sardou, assis par terre, le visage dans les mains, c'était la fin de tout. L'affaire du testament du collectionneur était close. Le soleil inondait maintenant le salon de sa lumière. Mais pour Philippe Sardou, assis par terre, le visage dans les mains, c'était la fin de tout. L'affaire du testament du collectionneur était close. Hercule Poirot sortit du château et se tint sur le perron, respirant l'air frais d'automne. Les vignobles de Bourgogne s'étendaient à perte de vue, leurs feuilles rousses brillant dans la lumière du matin. La beauté du paysage n'avait pas changé malgré le drame qui venait de se jouer. Il pensa à Marcel Fontaine, collectionneur passionné, qui avait consacré sa vie à l'art. À Philippe Sardou, jeune homme brillant dont l'amour et la cupidité avaient détruit toute raison. À tous ces tableaux magnifiques accrochés au mur du château, témoins silencieux de l'histoire qui venait de s'achever. L'art pouvait être si beau, pensa Poirot, mais il ne valait jamais une vie humaine. Jamais. Une voiture de police arriva dans l'allée, soulevant la poussière dorée.
Poirot savait que Philippe serait emmené, que justice serait rendue, que l'ordre serait restauré. Et dans quelques heures, il repartirait vers Paris, laissant derrière lui ce château et ses secrets. Une enquête de plus résolue, un mystère de plus élucidé. Mais pour l'instant, il savoura simplement la paix du matin, le chant des oiseaux dans les vignes et la satisfaction tranquille d'avoir découvert la vérité. Car c'était cela, au fond, le travail d'Hercule Poirot. Faire triompher la vérité dans un monde où tant de choses restaient cachées. Et il le faisait bien. L'histoire de ce soir est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de voyager dans ce château de Bourgogne aux côtés du célèbre détective. Que votre nuit soit aussi douce qu'une bibliothèque silencieuse où les secrets dorment, aussi paisible qu'un château endormi sous la brume d'automne, aussi belle qu'un tableau dont on admire la beauté sans convoiter sa possession. Dormez bien. Vous êtes en sécurité. Et demain sera un nouveau jour rempli de belles histoires. Bonne nuit.